ce premier numéro de la semaine. Les capsules habituelles de cette émission à retrouver également. Celle du coach Tandakha, c'est la gym dans un petit moment. Et après 7h30, je vous inviterai à regarder le bulletin d'infos de votre matinale Quinqueliba. Le tout en images, les habitués le savent. Ce magazine, c'est vous. Sur les réseaux sociaux, nous attendons vos réactions et commentaires, vos contributions également au débat du jour et sur tous les sujets que nous aborderons en plateau. Et même au-delà, s'il y a des sujets d'actualité qui vous interpellent en ce moment, eh bien, partagez cela avec nous sur nos différentes plateformes digitales. Le sommaire est tout à fait complet. Et avant d'accueillir l'équipe en plateau, je vous invite à suivre le coach Tandakha ou pas. C'est l'heure de la gym sur votre matinale. Dans un petit moment, on se retrouve en plateau pour la suite. Bon début de journée à toutes et à tous et à tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et soyez les bienvenus au rendez-vous. Nous sommes aux Parcelles Assainies, à l'unité 25, et donc dans cette magnifique salle 3D Sport. Alors, le 3B Sport, mesdames et messieurs, qui nous accueille aujourd'hui avec le moniteur en chef, il s'agit bien sûr, du coach Mansour. Alors, le coach Mansour, c'est vrai qu'avec également notre ami le coach Bou, qui donc est là. Mesdames et messieurs, nous avons décentralisé un tout petit peu. Alors, aujourd'hui, avec notre cardio du lundi, ce sera avec l'islam, mais aussi nous avons le battle. Alors, le battle, vous le savez, c'est cette double corde qui va se serpenter et qui va un tout petit peu toucher toutes les parties du corps, puisque cela fait du bien, mesdames et messieurs. Alors, tous les faisceaux musculaires, par exemple, qui sont bien touchés, comme aime bien le faire, notre ami, le champion de judo, Lansana Koli, à qui nous disons une très bonne journée. Alors, cela dit, je laisse la parole au coach Mansour. Bien évidemment, il est en compagnie du coach Bo. Alors, coach Mansour, un petit mot sur l'exo. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes là pour vous présenter, comme d'habitude, notre capsule du lundi qui portera sur le cardio. Comme on a l'habitude de le dire, on préfère toujours commencer avec du cardio pour pouvoir non seulement augmenter notre rythme cardiaque, mais aussi de pouvoir le maintenir tout au long de la semaine, pour pouvoir dérouler nos activités quotidiennes, mais ainsi que d'autres activités physiques à faire. Raison pour laquelle, à chaque fois, pour les lundis, on va débuter avec du cardio. Bon, aujourd'hui, l'idée, c'est de le faire avec du battle run, mais aussi avec du slam ball. Avec du battle run et le slam ball, pratiquement, on sollicite presque les épaules, les bras, les jambes, ainsi que les abdos. Raison pour laquelle, à chaque fois, on va essayer de combiner des exercices qui vont un peu solliciter l'ensemble des parties du corps. Mesdames et messieurs, on vous dit à tout à l'heure sur la démonstration des exercices. Merci beaucoup. Alors, le cardio du lundi, mesdames et messieurs, démarre avec le battle. Et comme vous le savez, regardez comment ça se serpente. C'est absolument magnifique. Avec nos deux coachs, le coach Mansour en jaune, le coach Bou, évidemment, en vert clair. Alors, c'est maintenant le slam. Alors, avec ce slam, mesdames et messieurs, évidemment, il y a des efforts à fournir, puisque avec le ballon, ce ballon qui, en tout cas, au niveau de... c'est vrai qu'avec ce ballon, mesdames et messieurs, il y a du poids. Hein. Le ballon, ça pèse un peu lourd quand même. Mais on va reprendre le battle avec l'enchaînement. Allez. Ah, ça fait mal au deltoïde. Hein. Au deltoïde, vous avez les avant-bras. Alors, ici, ça revient. C'est vrai que les deltoïdes également sont touchés. Et on enchaîne avec cette pompe, une petite pompe avant de revenir. Alors, ça fait du bien, mesdames et messieurs, croyez-moi. Le cœur, évidemment, ceci avec toutes ces capsules, surtout au niveau de cette corde. Et c'est la reprise pour serpenter un peu la corde. Mesdames et messieurs, regardez bien. Évidemment, ça bave, hein, comme on dit lapidairement, puisque des efforts à fournir. Et ça fait du bien, surtout au niveau des articulations. Alors, ici, ça fait bouger non seulement
eh bien, les articulations radiocarpiennes, puisqu'on travaille beaucoup avec la main et les poignets. Allez, et ça revient et évidemment avec l'islam. Alors, voyez, c'est allé très très vite avec le coach Mansour en compagnie du coach Bou. Et voilà, l'exercice est donc terminé et on va justement faire ce qu'on appelle le retour au calme. Et ce retour au calme, c'est replacer muscle, articulation. Alors la parole qui sera laissée au coach Mansour pour désamorcer, comme nous avons évidemment l'habitude de dire. En tout cas, merci beaucoup à notre ami Lansana Coly, le champion de judo, champion d'Afrique, champion du monde. Voilà, et donc qui a battu le grand Juan Bernabel, le champion d'Europe, 1986. Mesdames et messieurs, j'espère que vous nous avez bien suivis. Certes, ce n'était pas du tout facile parce qu'avec les battle rounds enchaînés avec des scrambles puis des balles prises, ce n'est pas du tout facile. Mais à chaque fois, pour pouvoir augmenter notre rythme cardiaque, il nous faut à chaque fois d'essayer un peu de dépasser nos limites, voir raison pour laquelle faire du cardio. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Donc, on se dit à demain, Inch'Allah, sur d'autres plateaux. Merci beaucoup. Voilà, terminé. C'est donc terminé, mesdames et messieurs. Vous avez certainement apprécié, encore une fois, c'est vrai que notre cardio le lundi, on le disait, évidemment axé sur le battle, mais aussi l'islam. Mais j'espère que vous avez bien apprécié. Mesdames et messieurs, encore une fois, portez-vous bien. Très bon après-midi. Merci coach et à demain évidemment pour d'autres démonstrations. J'accueille l'équipe en plateau maintenant. Alioune Badarakan, notre invité Toumane et Abdulaziz Ban s'installent pour vous. Je voudrais en profiter déjà pour souhaiter une excellente journée à Madame Djenadia et à toutes les équipes d'Extrême Collection qui m'ont habillé ce lundi matin. On s'installe pour vous. Bonjour à tous. Il est 6h37 exactement. Mon cher Ban, comment vas-tu? Ça va bien. Tu as sorti la cravate rouge ce matin? Oui. C'est pour contrecarrer les plans d'Alioune Badara. Bonjour. Les plans d'Alioune Badara, oui. d'accord, qui lui a choisi une autre couleur d'ailleurs. Bonjour Toumane. Bonjour, ça va? Week-end dans la discrétion. Oui, dans la discrétion, j'ai remarqué ce matin. Le week-end pour les uns et les autres, Ban? Ça s'est très bien passé. Hein? Oui, un vendredi après Kenkeliba à Pire, revenir sur... Ensuite, la commémoration du 421e anniversaire du Dara Serigne Pire Khalé Marfal de Pire, avec beaucoup de prières, que j'accepte ces prières-là, et puis revenir sur Dakar. Très bien. Oui, j'ai vu évidemment que tu avais assisté aussi à un mariage. Hein. Oui. Heureux ménage. Au nouveau couple, attention, c'est un deuxième mariage. Il me paraît que ce n'était pas très évident. Hein. Ouais, c'est quoi la phrase du jour? Épouser une deuxième femme, c'est assez compliqué. Assez compliqué. Il faut bien négocier. C'est assez compliqué, mais ça permet d'équilibrer un peu les choses. Hein. Oui, surtout. Voilà, de sortir certaines également d'un certain célibat qui ne dit pas son nom. Voilà. Je pense que tout le monde a intérêt à ce que la polygamie se développe dans ce pays. Et les nouvelles autorités ont donné le ton. C'est pas off the record. Un premier ministre, un président de la République et un premier ministre polygame, je pense que ça veut tout dire hein, sur la nouvelle dynamique. Hein, voilà, imprimé. Voilà. Du tout. Je ne suis pas d'accord. C'est pas pour tout le monde. Il faut avoir les moyens de le faire. Il faut bien le faire véritablement. On le sait, il y a des gens, et on est en Afrique, des familles où la polygamie, évidemment, a permis aux enfants de grandir dans un bel environnement. Mais à côté, il ne faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup de travers également. Ceux qui n'en ont pas les moyens et qui ont pris 2, 3, 4 femmes, les enfants, les époux se sont retrouvés dans des situations très difficiles. Donc, bon, je pense qu'il y a un contre-argument à cela. Le nouveau président du Sénégal, quand il a fini de faire sa déclaration de patrimoine, en fait, il doit à des bailleurs d'ailleurs. À l'époque, il était déjà polygame. Hein. Il n'a pas encore fini de payer toutes ses dettes. Et malgré tout cela, il a eu le courage, hein, ce courage fabuleux, hein, propre à l'homme sénégalensis, de prendre une deuxième dame. Il est sorti de l'ENARC. Et alors? Inspecteur des impôts. Malgré tout, couvert de dettes. Il avait quand même une belle trajectoire professionnelle. C'est des choses à prendre en compte. Toumane. Dans tous les cas, ce n'est pas une obligation, c'est une recommandation. Merci de préciser cela. Ce n'est pas une obligation, ça reste une recommandation, bien évidemment. En tout cas, heureux ménage, justement, aux nouveaux mariés. Les sujets à aborder dans nos différentes chroniques de ce matin, Ban. Là, on va parler des quarts de finale de la Coupe du Sénégal qui démarre demain mardi avec ce choc entre le Jaraaf et le Casa Sport. Revenir sur la visite
du président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, au niveau du stade Demba Diop pour l'état d'avancement, pour constater l'état d'avancement des travaux. Oui. On va revenir également sur le match amical en foot féminin entre le Sénégal et l'Afrique du Sud, ce qui s'est soldé sur un nul, un but partout. Revenir sur le sacre du Real de Madrid et puis rendre hommage à tous ces champions-là avec l'hymne de la Ligue des Champions, avec des textes écrits en français, en anglais et en allemand. Très bien. Et puis parler de la Basket African League. Parfait. Le feuilleton fait qu'à foot, on n'en parle pas? Si on a le temps. Si on a le temps, je comprends. Toumané, sujet de ce matin. Alors ce matin, nous allons aller au Nigeria, à Lagos, et nous allons parler cinéma et mode parce que tout simplement lors de la 77e édition du Festival de Cannes, ici en Afrique aussi, on a eu notre festival et ça s'est passé au même moment, ça s'est passé au Nigeria. Nous allons parler de ces distinctions, un peu de la place du cinéma africain au niveau du monde, mais bien sûr on parle de chroniques tendance, donc on fera justement une pause sur tout ce qui est mode et tout ce qui est tendance aujourd'hui du Made in Africa lors de ce festival qui s'est déroulé à Lagos. Très bien. Avant de présenter notre invité à nos téléspectateurs, on va découvrir la une des quotidiens de ce matin. D'abord avec Yor, quotidien d'information générale sur la journée du 7 El Sonoreo. On en reparlera en détail parce que j'aimerais avoir vos avis également sur cette initiative et ces propos du Premier ministre Ousmane Sonko à la une de ce quotidien ce matin. Il faut qu'on remette ce pays sur pied. À la une également, le président de la République, le président Diomaye, l'assainissement et la propreté doivent être l'affaire de tous. Et ils ont parfaitement raison. Le quotidien pour poursuivre la revue des titres de ce matin à la une. Changement dans les institutions. Sonko agite le balai, peut-on lire à la une de ce quotidien ce matin. Nous allons d'abord balayer la justice. Lorsque nous aurons fini de balayer, vous verrez qui a fait quoi. Propos donc du Premier ministre repris également à la une du quotidien. Le quotidien de ce jour baisse le jour avec la mobilisation pour la journée des nettoiements, le balai de la République. Le président appelle les populations à s'approprier la journée. Des ministres envoyés dans les régions pour que cette initiative soit également une réussite. Et puis d'autres sujets à la une de l'As ce matin. Les couacs sur le pèlerinage, l'enfer des pèlerins de Air Sénégal raconté ce matin et dans les colonne de l'As, vous retrouverez le témoignage justement sur cette situation de Ouré Thiam, voyagiste privée. Elle déclare ceci: nous appelons le chef de l'État à faire un appel d'offres international pour le convoyage de pèlerins. Et puis on nous parle également du succès de la journée nationale de Set-Setal dans les colonnes de l'As ce matin. Sonko promet de nettoyer l'État également. Sud Quotidien sur la controverse autour des premiers mois de gestion du tandem Diomaye-Sonko. Actualité politique donc à la une de Sud Quotidien ce matin. Le professeur Mamadou Diouf calme le jeu. Invité de l'émission Objection de Sud FM, le professeur d'histoire à Columbia University se démarque et juge prématuré la pluie de critiques qui s'abat sur le nouveau régime accusé d'amateurisme et de confusion au sommet dans le cadre de la gouvernance des affaires du pays. Passons à la une de 24 heures, cette fois-ci sur le lancement de la journée 7 El Sonoreo. C'était ce samedi à Thiaroye. Le président Bassirou Diomaye Faye, Bass, décrète la vie zéro déchet. L'assainissement doit être une affaire de tous, dixit le chef de l'État. La stabilisation du calendrier universitaire à la une de l'info ce matin et les 7 mesures de la tutelle énumérées dans les colonnes de ce quotidien et particulièrement à la page 7 avec, à la une, vous l'apercevez, le ministre de l'Enseignement supérieur. Direct News avec cette fois-ci une affaire tout autre. L'homme d'affaires dans de beaux draps, de qui s'agit-il? Il s'agit de Doro Gueye. Macky Sall a-t-il lâché Doro Gueye? Interrogation donc à la une de Direct News ce matin. L'homme d'affaires a une complicité avec Macky Sall et sa famille, ce qui ne souffre d'aucun doute. Les détails croustillants finalement de cette affaire dans les colonnes, vous l'avez vu, de Direct News. Dakar Times nous propose de parler de la 14e édition de la revue annuelle de l'efficacité du développement de la BAD. Investir dans la croissance inclusive en Afrique. Dossier donc à lire dans les colonnes de Dakar Times. Et on va terminer avec le sport.
Stade Sénégal-RDC, réaménagement tactique. Comment pallier les absences de Crépin et Jacobs? Avec à la une, vous l'apercevez, la photo de nos Lions, en tout cas ceux qui ont pu répondre à la convocation. La Ligue des Champions, le Real qui attend Mbappé et vise déjà une 16e étoile, un 16e sacre. On parlera du 15e tout à l'heure. Ce sera donc tout pour la revue des titres de ce matin. N'en déplaise à... Non, t'inquiète. Ce matin, je suis très en forme. Je sais que tous les supporters de Madrid sont également au taquet. Ils ne rateront rien de cette émission. J'ai même l'impression qu'Hassan Sine a dû se lever ce matin tôt. Rien que pour regarder... Le débat a démarré hier sur les réseaux avec Hassan. Voilà. Comment les Barcelonais allaient réagir ce matin. C'est tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi. On reparlera de l'équipe nationale également dans un moment. Alioune, je te laisse présenter notre invité à nos téléspectateurs. Voilà, ça c'est un sujet essentiel qui tient à cœur vraiment tous les Sénégalais, la relance du chemin de fer. Voilà un sujet d'actualité qui mériterait qu'on lui accorde du temps et que cela puisse faire l'objet d'un débat, d'un échange profond entre Sénégalais pour qu'on puisse enfin retrouver notre chemin de fer, qui fut pratiquement le fleuron de notre économie. N'est-ce pas? Vous confirmez, M. Ndiaye? Alors c'est un plaisir pour nous de recevoir sur ce plateau Seydina Alioune Ndiaye, mathématicien, économiste, on va le dire d'abord, économiste, voilà, essayiste, mathématicien, banquier, et donc il est là. Il a été surtout conseiller technique du secrétaire d'État en charge du réseau ferroviaire de mars 2019 à septembre 2022. Donc c'est un sujet qu'il maîtrise fort bien. Le sujet donc sur la relance du trafic ferroviaire, du chemin de fer au Sénégal, raison pour laquelle il a donc produit cet ouvrage d'une grande portée, intitulé tout simplement L'angle mort économique, comment la négligence du rail public garotte le développement du Sénégal. Je pense que c'est un sujet aujourd'hui qui fait l'unanimité. Il est question aujourd'hui de voir comment sortir le rail de sa léthargie. Alors, quelles sont les solutions, en tout cas, après avoir fait un diagnostic véritablement sans complaisance de la situation? J'imagine que Seydina Alioune Ndiaye, dans son livre, est revenu avec des solutions. Voilà, sans prétention aucune, mais quand même, c'est un secteur qu'il maîtrise fort bien. Et peut-être que j'imagine que les hautes autorités de ce pays sont à l'écoute de cet ouvrage pour voir comment, quelle piste, en tout cas, quel levier activer pour que le chemin de fer puisse retrouver son lustre d'antan. Donc, on va revenir sur cela, les péripéties de cette mise à mort du train ici au Sénégal, les différents plans, disons, de restructuration, de relance voilà, de ce trafic ferroviaire. Et puis également, voilà, les deux dernières sociétés mises en place pour booster, disons, le secteur. On a vu avec la GTS, dernièrement, il y a moins d'1 an, on avait fait un numéro spécial consacré donc, à cette grande entreprise publique dont l'objectif, véritablement, la mission est de faire tout pour que les trains puissent circuler à nouveau sur l'ensemble du territoire national. Un chantier herculéen, on va dire. Donc voilà les questions sur lesquelles on reviendra avec notre invité Seydina Alioune Ndiaye. Merci d'avoir accepté notre invitation, Seydina Alioune Ndiaye. Bienvenue sur Quinqueliba. Bonjour. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, Aline Barra. Et puis merci beaucoup à tout le monde. Je suis très heureux de revenir parce qu'en juin 2022, j'avais eu encore la chance à l'époque d'être invité. Donc, vous étiez là en juin 2022? Oui, en juin 2022. Tout à l'heure, je lui ai montré. On est en juin 2000. Voilà, ça fait à peu près 2 ans. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, 2024. C'est ça. Et puis, je me joins aussi à votre jovialité avec la victoire éclatante du Real Madrid face à nos amis très grincheux de Barcelone. Ça, c'est un petit tacle matinal envers mon ami Aline Badara. Mais ce n'est que partie remise. Donc, je suis très heureux vraiment d'être là, ravi. Donc, merci beaucoup pour cette présentation du livre. Donc, peut-être ajouter juste que je fais partie des 25 experts de l'Union internationale des chemins de fer, chargés de rédiger la stratégie africaine du rail à l'horizon 2063, qui est adossée à l'agenda Afrique 2000, l'Afrique que nous voulons, l'agenda Afrique de l'Union africaine. Et à côté de cela, le livre ne parle pas seulement de la relance ferroviaire, mais c'est un pavé dans la mare qui souligne un peu l'importance et le rôle crucial du chemin de fer comme catalyseur de tout le développement du Sénégal. Donc c'est une enquête historique. Depuis les premières pioches du Dakar-Niger en 1880 jusqu'au projet du TER, ça c'est la première partie, pour montrer un petit peu comment le Sénégal a fait ce ratage industriel énorme d'avoir tué son chemin de fer. Dans la deuxième partie, comme je suis macroéconomiste de métier, de base et de profession, avec plus de 15 ans d'expérience, j'explique les enjeux économiques du rail. Pourquoi le rail est important? Pourquoi à Dakar on a la congestion? Pourquoi on a la macrocéphalie de Dakar? Pourquoi le Sénégal est dans un trou noir
d'une croissance sans développement. C'est comme quand vous faites du vélo, vous avez le vélo chez vous, dans un salon, vous pédalez beaucoup, vous suez, mais vous ne bougez pas. Mais vous n'avancez pas, c'est ça. C'est ça. Et dans la dernière partie, bien sûr, on y reviendra. Parce que faire un diagnostic, c'est très bien, mais proposer des solutions est encore mieux. Donc, on a été très pragmatique en proposant des solutions qui sont toutes aiguillonnées par l'approche de l'intelligence économique et de la veille stratégique. Donc, on y reviendra. Ça parle de beaucoup de choses. Ça parle surtout du développement du Sénégal articulé autour de la colonne vertébrale du chemin de fer. On en reparlera en détail dans un petit moment. Débat très intéressant, en perspective d'ailleurs. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs qu'ils peuvent également interroger notre invité. Ça se passe sur les réseaux sociaux notamment. Vous avez bien fait de parler de vélo. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale pour le vélo. Ah oui, ça existe vraiment, c'est pas une blague. Hein. Et ça, c'est depuis 2018. Vous avez regardé ça? Bah voilà. C'est le 23 avril 2018 notamment que l'ONU a décrété évidemment le 3 juin, journée mondiale pour le vélo. Pour une bien meilleure santé. Exactement, pour l'environnement. Mais à condition que les trottoirs soient... C'est pas évident partout. Mais dans tous les cas, ça reste un moyen de transport simple et respectueux de l'environnement, même si certains ne savent pas pédaler. D'autres ont joué avec ça et en étant déjà tout petits, un excellent moyen de jouer également pour nos tout petits. Allez, on avance sur le conducteur. Avant justement de passer aux différents sujets dans les chroniques et d'interroger notre invité, sujet d'actualité. Ce week-end, c'était évidemment l'initiative lancée par le chef de l'État et on a vu la mobilisation. Je veux parler de cette journée de 7-7A, l'investissement humain ce samedi. Tous les premiers samedis du mois, c'est ce que veulent les autorités, que chacun puisse s'impliquer là-dedans. Alors, est-ce que vous êtes sortis, vous, particulièrement dans vos différents quartiers pour faire quelque chose? Sinon, que pensez-vous justement de cette initiative? Ce n'est pas une première. Malheureusement, avec le temps, ces initiatives s'essoufflent. Peut-être qu'aujourd'hui, il est temps que les ASC s'impliquent davantage pour que ce soit une véritable réussite. Et puis, on doit peut-être également doter l'UCG, ancien UCG, de plus de moyens. Sonaged, de plus de moyens pour pouvoir véritablement nettoyer nos rues. L'espace public nous appartient, chacun doit y contribuer à sa propre très bien évidemment, mais surtout, nettoyer c'est bien, mais ne pas salir, c'est encore mieux. Donc, revoyons également nos comportements et nos attitudes dans l'espace public. Réactions et commentaires, Abdoulaziz Ban. Je pense que c'est une bonne initiative déjà d'appeler les Sénégalais à nettoyer, parce que quand on sort parfois dans certaines communes, dans certaines rues, le spectacle est désolant. Aujourd'hui, je pense que c'est ce qui a surtout permis au chef de l'État de lancer cette initiative-là, de demander aux Sénégalais de rendre propre leur pays. C'est important. Chacun de nous doit, même au-delà de l'appel du président, chacun de nous doit faire de ça son sacerdoce. C'est-à-dire aujourd'hui que je dois nettoyer mon quartier chez moi d'abord, balayer devant sa porte, ensuite nettoyer son quartier pour permettre à toutes ces personnes-là qui passent de dire que ce quartier-là est très propre. C'est une initiative, chaque samedi, on l'a répété, chaque samedi, la Gambie l'avait réussi sous Yaya Jammeh, pourquoi pas le Sénégal? Parce que quand tu quittais Ziguinchor pour venir à Dakar, à chaque fois qu'il y avait nettoyage, personne ne pouvait faire la traversée s'il n'était pas encore 13 heures. Donc je pense que comme la Gambie l'a réussi, pourquoi pas le Sénégal? Il faut tout faire avec un suivi important pour permettre aux populations de pouvoir respecter cette décision du chef de l'État. Le Rwanda brille par sa propreté, à Voilà, et puis le Rwanda qui vient de loin, parce qu'avec ce qui lui est arrivé, le traumatisme qu'il a connu, et aujourd'hui le Rwanda est cité comme véritablement cette grande vitrine-là pour l'Afrique, quand on parle de ces villes propres, en phase, disons, avec l'écologie. Le respect des normes écologiques, le Rwanda est toujours cité comme étant le premier de la classe en Afrique. Alors, je pense que, comme l'a dit Aziz Ban, il n'y a rien de mal à s'inspirer de quelque chose qui marche. Surtout qu'il ne faut pas aller chercher très loin. Il a parlé du cas gambien. Moi, j'ai été, par exemple, au Ghana, j'ai fait le Togo, mais des pays vraiment qui m'ont émerveillé de par un peu la propreté de leurs grandes artères. Et je voyais, par exemple, au Togo, à Lomé, mais une scène qui m'a marqué, c'est-à-dire au marché central de Lomé, pratiquement chaque grande dame, chaque commerçante tenait son balai, en tout cas avait son balai. Le matin, avant d'installer. Le matin, ça, je suis tombé sur ça. Personne ne m'a raconté, je suis tombé sur ça parce que nous y sommes allés tôt pour faire nos emplettes, pour ne pas rater notre avion. Alors je me suis dit, cela est impensable
au Sénégal. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Pourquoi on a perdu, par exemple, cet acquis-là? Parce que cela, on l'avait, on en a parlé la semaine passée avec nos grands-mères qui, voilà, dans l'allégresse, faisaient un peu, voilà, pratiquement balayer la devanture de nos maisons, dans nos grands quartiers. On avait le quartier était ensablé, mais c'était du sable fin. Tu as vraiment envie d'y jouer et tout cela sans aucun risque de blessure et autres. Pourquoi au Sénégal, entre-temps, en quelques décennies, on a perdu tous ces acquis-là? Je pense que quelque part, il y a eu un certain laisser-aller. Maintenant, il faudrait que les Sénégalais puissent revenir, renouer avec ces bonnes vieilles habitudes-là. Donc, je pense qu'on a beau faire des opérations du genre, mais tant qu'il n'y a pas cet électrochoc chez les citoyens sénégalais, chez nos concitoyens, ça va être un éternel recommencement. Et je pense qu'on a tellement de projets, tellement de défis à relever qu'on ne peut pas passer tout notre temps à appeler nos concitoyens à prendre soin de leur environnement. Ça, c'est une question véritablement de dignité. Absolument. La tasse Rendre de son café... environnement propre. Vous avez fini de prendre votre tasse de café tout bas, mais bon Dieu, ne la jetez pas sur la chaussée. Hein. Gardez-la présent même dans votre véhicule. Il y a de petits espaces comme ça conçus pour mettre au moins certains déchets. Quand vous tomberez sur une poubelle, mais vous la jetterez. Mais quand je vois souvent des fois qu'il y a des gens à bord de véhicules rutilants et tout, et qui jettent par-dessus la fenêtre. Mais ça, c'est incroyable. Je me dis, mais dans quel monde sommes-nous, quoi? Donc, je pense que c'est juste une question d'éveil citoyen. C'est ça. Et que maintenant, le suivi soit aussi le principal défi à relever, parce que c'est le point le plus fondamental. Voilà, parce que sans suivi, voilà, aucune action n'est vouée au succès. Et on l'a vu, ce qui s'est passé, par exemple, dans le canal de Koloban, des sacs remplis de déchets qu'on a trouvés dans le canal. C'est incroyable. Comment quelqu'un peut-il faire une telle action qui porte, disons, atteinte à l'environnement et qui même est un risque pour lui, parce qu'en cas d'hivernage, c'est ce qui explique souvent certaines inondations, parce que le réseau est bouché par le fait humain, par l'action de l'homme. Donc je pense que véritablement, c'est une action à saluer. Et puis également, moi j'ai beaucoup aimé la participation de l'armée, parce que quand on parle de l'armée-nation, c'est cela. C'est là où on attend l'armée, et vraiment chapeau aux initiateurs et que le suivi soit acté. Surtout, Toumane. Alors moi je vais venir sur 2 points, c'est-à-dire les sanctions, mais également l'implication des Sénégalais. Mais avant ça, saluer justement le travail que les agents de la SONAGED font chaque jour. On le voit, que ce soit à minuit, à 1h, on rencontre tout le temps les agents de la SONAGED faire un travail magnifique, mais malgré ça, le pays reste encore sale. Et ça, c'est, disons, à cause justement du comportement des Sénégalais. Mais avant ça, venir sur l'implication de ces Sénégalais qui sont sortis. C'est bien de les impliquer parce que même à la maison, lorsque c'est toi-même qui fais le ménage, tu as beaucoup plus de difficultés à ressalir. Tu vas mettre tes chaussures à côté parce que tu as fait tellement d'efforts pour faire le ménage, pour rendre propre. Donc, tu as beaucoup plus de difficultés, justement, à jeter quelque chose par-ci, par-là. Alors que si c'est ta sœur, je fais coucou à ma sœur d'ailleurs, si c'est ta sœur ou bien si c'est l'aide ménagère, tu as moins de conscience, justement, à salir. Donc, ces Sénégalais qui ont été impliqués, justement, auront peut-être aujourd'hui, le lundi, moins de facilité à jeter un sachet, comme le disait Aline Mada, parce qu'ils vont se dire, bon, samedi, c'est moi qui ai balayé ici, donc j'ai pas intérêt à ressalir. Et revenir justement sur les sanctions. Si on continue comme ça, c'est bien beau, mais si on ne sanctionne pas, je répète, enfin, tout est basé sur le comportement de ces Sénégalais. C'est-à-dire que si nous, on essaie de rendre propre, alors que d'autres gens vont jeter à gauche et à droite sans pour autant s'attendre à avoir des sanctions, ça va continuer comme ça. Alors moi, ce que je vais proposer, ça sera très, très rapide. C'est-à-dire qu'il y ait des hommes de tenue, mais en civil. Parce que c'est vrai que lorsqu'on voit un gendarme qui est à côté, ou bien Sarah qui est à la télé, on va se dire, si je jette, peut-être lundi, il va le dire sur Kinkeliba, ou bien l'homme en tenue va venir me dire, non, il faut ramasser. Mais si on est sûr que parmi tous ces gens qui sont là, il y en a qui sont en civil et qui peuvent me sanctionner d'un moment à l'autre, bon, je vais m'abstenir justement de jeter à gauche et à droite et attendre d'arriver à la maison pour jeter. Il me reste une petite minute. Je vous laisse réagir, Seydina Alioune Ndiaye, sur le sujet, très rapidement. Alors, comme tout le monde l'a dit, d'abord, il faut saluer le bel élan d'engagement et de détermination de la population qui a répondu à l'appel du chef de l'État, justement, pour nettoyer. Mais comme vous le dites, c'est un long serpent de mer. On en parle à chaque fois. Donc, mieux vaut ne pas salir que nettoyer. Ça, c'est un premier principe très simple. La propreté, c'est la santé. Tout simplement.
C'est un principe très simple, mais je pense aussi que surtout, il faut prendre le problème par l'approche de l'offre. Il faut que l'offre d'assainissement soit assez robuste et assez dimensionnée pour que le Sénégalais ait accès justement à cet assainissement-là. Que des poubelles soient mises partout, comme au Rwanda, moi je connais Kigali, mais Kigali, à chaque 50 mètres, vous avez une poubelle disponible. Que dès le plus bas âge, dès l'école primaire, qu'on puisse commencer à insister sur des cours d'éducation civique, de civisme, d'appel à la propreté, à l'assainissement, etc. Et c'est vraiment dès le plus bas âge, il faut déjà inculquer ces notions-là aux gens. Et puis je pense que c'est surtout quelque chose qu'il faut pérenniser avec le même engouement et le même engagement. Chaque premier du mois qu'on voit le président de la République et le Premier ministre au devant, au frontispice, pour vraiment booster les choses et puis après assurer un bon suivi, évaluation de tout ça. C'est ça, et c'est le comportement évidemment qui est à la base de tout ça. Éducation civique, parce que si on met une poubelle et qu'on jette à côté de la poubelle, ça aussi on l'a vu, ça ne servirait absolument à rien. Donc c'est les comportements évidemment qui doivent changer. On referme la parenthèse justement sur cette actualité. On va passer au sport maintenant, Abdoulaziz Ban, juste après ceci. Si le jingle n'est pas là, nous on enchaîne tout simplement avec le sujet sport de ce matin et on va commencer chez nous avec les quarts de finale, autant pour moi, de la Coupe du Sénégal. Avec ce choc qui va opposer le Giraffe de Dakar au Casa Sport, match prévu demain donc mardi à 17h au stade olympique de Ngor. Donc aujourd'hui et mercredi, on aura à 16h30 au stade Massène Sène Diamono de Fatick contre la Jeanne d'Arc de Dakar et au stade Caroline Faye à 17h mercredi. Donc Mbour Petite Côte contre Tenguech Football Club au stade Albouri Ndiaye de Louga à 17h. Académie Les Ferries du Foot contre Dial Diop, Académie Les Ferries du Foot qui appartient à un confrère, Khalifa Ababacar Gueye, qui a été à Walf Sport, qui s'est donc investi aujourd'hui dans le football. Et on parle toujours football. Deuxième sujet cette fois-ci, eh bien, c'est le président de la Fédération sénégalaise de foot qui a visité le chantier du stade Demba Diop. Il s'agit pour le président Augustin Senghor de constater l'état d'avancement des travaux au niveau du stade de Demba Diop. Nous écoutons Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, après sa visite. Une visite de chantier, une nouvelle visite de chantier, parce qu'il y a de cela à peu près 2 mois, nous avions fait une visite pour faire le point des travaux avec le maître d'œuvre, mais aussi avec les entreprises qui sont chargées de la construction de ce stade, sa réfection et sa rénovation. Et je dois dire qu'après plus d'une année de travaux, nous avons un niveau d'avancement certes appréciable, mais qui accuse quand même un retard assez léger qu'il faudrait combler coûte que coûte. Mais au-delà de ça, quand même, nous avons la satisfaction de voir que, en ce qui concerne les tribunes de cette première phase, on est au stade pratiquement des finitions. C'est important que Demba Diop soit réouvert. C'est pour ça que nous avons séquencé ces travaux-là en 2 phases. Je dirais simplement qu'aujourd'hui, le défi a été donné aux entrepreneurs de pouvoir nous présenter dans 1 mois des travaux pratiquement terminés. Il s'agira de revenir dans 1 mois pour faire une visite, certainement avec l'autorité de tutelle, si c'est possible, le ministère des Sports, mais aussi la FIFA, pour qu'ils puissent se rendre compte que pratiquement tous les engagements ont été respectés à ce niveau et qu'on puisse basculer dans la seconde phase avec, bien entendu, l'accompagnement de la FIFA. Allez, retour en plateau. Bon, la cadence, il faut l'accélérer. Hein, il faut vraiment accélérer parce que 2026, c'est bientôt. Hein, on y est déjà. On y est déjà. Hein. Et quand je vois l'état d'avancement de ces travaux, je suis quand même un peu inquiète. Et puis, même avant 2026, le stade doit accueillir des compétitions. Que ce soit le championnat, la Coupe du Sénégal ou d'autres compétitions, déjà pour préparer déjà ces JOJ. C'est très lent ces travaux-là. Je pense qu'il faudra encore booster l'entrepreneur, lui demander de faire vite parce que le Sénégal a besoin de ça. Je ne sais pas comment on booste l'entrepreneur. Avec des menaces. Je pense qu'il faut menacer. Il faut lui dire, si vous ne faites pas ce job-là, que l'on termine
Mais je veux dire, il y a toujours un cahier de charge, il y a des délais. Quand on ne les respecte pas, il y a moyen de changer ou de faire des choses, des avances, je ne sais pas. Mais là, c'est quand même inquiétant. Les JOJ de 2026, on y est déjà. On a un grand défi en termes d'infrastructure. Il faut qu'on soit prêt pour accueillir tout ce monde-là. Ça, c'est important. À ce stade-là, c'est le stade Iba Mar Diop qui va être... Non, mais ce ne sera pas suffisant. Pour moi, le financement ne devrait pas poser de problème parce que c'est la FIFA, en tout cas, qui est financé par la FIFA. Voilà, l'une des instances mondiales les plus liquides. Donc, où est le problème alors finalement? Alors, je ne sais pas ce qui se passe, ce qu'il en est plutôt. Pourquoi une telle lenteur dans l'exécution des travaux? Bon, peut-être que on sera édifié dans les prochains jours, mais quand même, au regard un peu de l'évolution des travaux, on est en droit de se dire que voilà, c'est vraiment lent. Par rapport aux attentes. Alors que les JOJ, comme vous l'avez dit, c'est pour bientôt. Et puis, on ne peut pas tout le temps continuer à recevoir tous nos matchs à Diamniadio. C'est dans un an et demi. C'est dans un an, parce qu'à ce rythme-là, ça va bien sûr accélérer la dégradation de la pelouse de Diamniadio. Donc, il nous faut un autre stade quand même, pour que celui-là de Diamniadio puisse un peu respirer. Bon, en ligne de mire, il y a également le stade de Léopold Sédar Senghor qui est en train d'être réhabilité. Mais sur ce stade-là, je pense qu'on a fait preuve aussi là d'un manque d'ambition. Je parle du stade Léopold Sédar Senghor. À part de ce stade-là, félicitations à la fédération qui a pu au moins décrocher le soutien de la FIFA pour avoir son propre stade. Parce que c'est rare de voir une fédération ici en Afrique disposer de son propre stade aux normes internationales. Mais par contre, pour le stade de Léopold Sédar Senghor, c'est un financement public avec un partenaire qui maîtrise bien véritablement les rouages, la Chine, qui avait déjà construit donc, le stade Léopold Sédar Senghor. Alors si vous devez refaire ce stade-là, on est en 2024, mais mieux vaut le couvrir intégralement. Mais moi, à chaque fois que je passe par le stade-là, j'ai le cœur meurtri quelque part. Parce que je me dis qu'en 2024, pratiquement, ils n'ont fait que nous représenter le fameux projet initial. C'est le même projet avec juste quelques réhabilitations. Voilà, quelques rafistolages. Bon, vous avez parlé de rafistolage, je voulais éviter ce mot, mais avec ça. Alors qu'on avait vraiment la possibilité, avec une architecture beaucoup plus ambitieuse, mais de couvrir tout le stade. Et ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas le cas. Imaginons maintenant, en cas d'aléa et tout cela, vous allez au stade bien habillé et tout, vous serez trempé en sortant de ce stade-là. Hein? Ou bien avec le chaud soleil qu'il fait en Afrique. Je pense que là, sur ce projet, véritablement, on a manqué d'ambition. Je ne sais pas s'il y a possibilité de faire activer des avenants, de faire activer des avenants, peut-être des avenants, peut-être pour qu'on puisse couvrir, doter le stade-là d'une toiture intégrale et qui permettrait véritablement aux téléspectateurs, aux spectateurs, à tout le monde. Comme le Camp Nou, c'est ça? Non, pas comme le Camp Nou. Mais un stade vraiment aux normes internationales. Aujourd'hui, tous les nouveaux stades sont couverts intégralement. Bien sûr. Je pense que là, quand même, c'est des choses à rectifier si on en a la possibilité. Tu as parfaitement raison sur ce dossier-là. Dans un mois, on va revenir sur la question des infrastructures sportives, Ban. Sur les deux stades, pour voir un peu sur les deux stades où est-ce qu'on en est. Et si ce cri de cœur d'Alioune Badara Kane a été pris en charge ou pas. C'est important aussi. Même Iba Mar Diop également. C'est un stade qui doit accueillir des compétitions pour 2026. On va avancer. On va parler de foot féminin. Et là, c'est que de bonnes nouvelles, déjà. Féliciter les Lionnes de U20 pour le tournoi de l'UFO. Elles sont encore championnes. Véritablement, ça, c'est une excellente nouvelle. Mais ce matin, on va parler plutôt du match amical entre le Sénégal et l'Afrique du Sud. Match nul. Ça aussi, c'est bien pour nos joueuses. Tout à fait. C'est l'une des meilleures équipes du continent. On s'est jaugé face à l'Afrique du Sud. Donc, les Lions du Sénégal qui donc préparent la CAN 2024. On fait match nul, un but partout avec la face à l'Afrique du Sud en match amical international. Mené au score, les Lions ont su réagir et égaliser sur penalty grâce à Mbayang Sow, la joueuse de Alioune Badara. Le Sénégal a disputé un match assez difficile contre une équipe sud-africaine, une belle équipe sud-africaine. C'est l'avis de Mamoussa Cissé, le coach des Lions. D'abord, on s'attendait à un match difficile contre une grande équipe. Elle a prouvé sur le terrain. C'est une équipe très joueuse, avec un collectif très huilé, beaucoup d'individualité. Une situation où vraiment l'adversaire a proposé des choses pour nous mettre en difficulté. Mais nous avons, après la préparation de ce match-là, nos constats se sont avérés vrais. Et je pense que notre façon d'aborder le match était une bonne manière. On a déjà essayé de les contrecarrer. C'est une équipe qui est venue dans le match sous les 20 premières minutes. On a senti une équipe qui a poussé.
Mais je pense qu'à l'entame du match, nos filles étaient un peu timides. On peut jouer avec le nom de l'adversaire. Après les 20 minutes, on a vu notre équipe du Sénégal qui a par moments dominé. On a fait 0-0 à la mi-temps. En deuxième période, cette équipe est revenue et a poussé. On prend un but malheureux sur une erreur technique encore, un mauvais placement. Mais ce que je retiens, c'est la capacité de nos filles à réagir, à revenir dans le match. Parce que après le but, l'équipe du Sénégal est montée et a gêné considérablement les sorties de balles de cette équipe-là. Et ça nous a valu beaucoup de situations dans ce coup franc qui nous a permis de marquer. Donc c'était vraiment un bon test pour nous. Ça nous a permis de voir un peu où est-ce que le groupe se situait parce que je le rappelle, c'est un match satisfaisant contre une très très belle équipe. Ah, le foot féminin, il faut suivre parce que les filles, elles font de très belles choses. Félicitations à Mamoussa Cissé qui, évidemment, obtient des résultats très intéressants avec cette équipe. Ça travaille beaucoup. Les Sud-Africaines sont championnes d'Afrique en titre. Tout à fait, championnes d'Afrique en titre. Et puis, une belle équipe. Quand tu les vois jouer, tu te dis qu'on va se faire massacrer. Mais cette résistance, il faut saluer également, cette résistance des joueuses sénégalaises menées au score, elles n'ont pas abdiqué et ont su égaliser sur penalty. Et un très bon match qu'on a vu entre ces deux formations, des matchs à organiser pour permettre à notre équipe de pouvoir se jauger au meilleur d'Afrique. La Ligue des champions maintenant est de 15 pour le Real. Le Real de Madrid a remporté son 15e titre en Ligue des champions après sa victoire sur Dortmund 2-0 avec des réalisations de Carvalho et Vinicius. Le Real n'a pas perdu de finale de Ligue des champions depuis 1981. Alioune est en train de lire il faut. Il n'écoute même plus cette partie de les Catalans, quand on parle de Real, ils ont des migraines. Et puis quand ils font une année blanche, ils n'ont pas gagné de Coupe du Roi, ils n'ont pas gagné de Coupe de chef de village, ils n'ont pas gagné de Coupe du maire. On va parler de l'hymne de la Ligue des champions. Je pense qu'on va hommage aux champions. Je vais booster Alioune Badara et on va vous faire découvrir l'hymne de la Ligue des champions écrit par le compositeur anglais Tony Brighton en 1992, interprété par le Royal Philharmonic Orchestra et les chants réalisés par le chœur de l'Academy of St. Martin in the Field et chantés dans les 3 langues officielles de l'UEFA, à savoir l'anglais, le français et l'allemand qui composent l'hymne de la Ligue des champions. Regardez. Allez, si vous avez écouté pendant des années cet hymne sans vraiment savoir ce qu'on disait, ce n'est que ça. Oui, ce n'est que ça. C'est les champions, c'est les meilleurs. Ils sont les meilleurs, on peut dire en anglais, ils sont les meilleurs, les grandes équipes, les champions. Les champions, tout simplement. En anglais, en français et en allemand. Oui. Mais pas en espagnol. Hein. Allez, le basket pour finir justement, avec le Petro de Luanda qui remporte la balle. Décidément, quand on bat le Sénégal, on prend le trophée. Et puis au terme d'un match à rebondissement, le Petro de Luanda a battu Al-Ahli de Libye sur le score de 107 à 94 pour s'adjuger le trophée de la balle 4. Retour sur cette rencontre avec Ibrahim Mbouk. Petro de Luanda, champion de la Basketball Africa League saison 4. Le meilleur pour la fin de la saison 4 de la BAL. Une fin en apothéose, de la joie pour les Angolais du Petro Atlético de Luanda, champion de la Basketball Africa League, champion aussi des retournements de situation. En début de match, le Petro et Al-Ahli ont fait du mano à mano avec un Robert Golden très en vue, tout comme Michael Faust, 26 à 24, en faveur d'Al-Ahli Benghazi à la fin du premier carton. Lui aussi ici, mais... Dans le deuxième acte, Solo Diabaté commence son show. Al-Ahli et son collectif pratiquent un beau basket, une séquence qui se conclut avec un shoot de Major Deng. Les Libyens ont une avance de 12 points à la mi-temps, 52 à 40. Avant ce shoot de Deng à 3 points sur le corner. Et
Au troisième quart-temps, le Petro Atlético reprend du poil de la bête malgré les éclairs de génie de Solo Diabaté. Solo Diabaté, et qui rend fou le banc d'Al-Ahly. Ah ouais, c'est des... Bundao, Faust, Castro et Pedro réussissent des paniers importants, ramenant le Petro dans le match. Les deux équipes sont à égalité, 71 partout, puis 75 à la fin du troisième quart-temps. Oh, Solo Diabaté! Non! À 36 ans, Bundao qui répond derrière au buzzer. Les Angolais sont transfigurés dans le quatrième quart-temps avec un momentum favorable. Castro est intenable dans la raquette. Gonçalves a la main chaude. Michael Faust est dans un jour de grâce avec 24 points. Cummings, 20 points, est lui aussi décisif. Le Petro Atlético renverse Al-Ahly Benghazi, 107 à 94, 13 points d'écart. 107 à 94 devant Al-Ahly de Benghazi, un match d'anthologie. Le Sud-Soudanais Loual Akwil, élu MVP de la compétition, mais le trophée prend la direction de Luanda. Avec nous sur les antennes de RTS qui sacre donc Petro de Luanda, 107 à 94. Allez, félicitations aux Angolais. On va refermer la chronique sport sur cette belle victoire, hein. Je rappelle que les matchs ont été diffusés sur la Une. Tout à fait, tous les matchs donc diffusés sur la RTS. Et puis beaucoup de regrets de voir l'équipe de l'AS Douane éliminée donc, par cette équipe de Petro de Luanda. Il y avait de la place pour l'AS Douane pour déjà remporter son premier titre de la basket africaine. Bon, allez, on ne va pas rappeler ça. On referme la parenthèse. Félicitations aux Angolais. On fera mieux peut-être l'année prochaine également. On va passer à la première partie de la rubrique invité juste après ceci. Merci mon cher Ban. Et en plateau avec nous pour répondre à nos questions ce lundi matin, Seydina Alioune-Ndiaye, économiste, essayiste. Il vient notamment nous parler de cet ouvrage, L'angle mort économique, et comment donc la négligence du rail public garotte le développement du Sénégal. Sujet très intéressant que vous avez déjà commencé à aborder en plateau avec nous. Pour l'ouvrage, il nous l'a déjà présenté, mais on a encore d'autres questions pour lui, n'est-ce pas, Alioune? Comme quoi notre économie est asphyxiée par donc l'arrêt du trafic ferroviaire sur pratiquement l'ensemble du réseau, excepté quelques rares tronçons sur tout le reste. Il n'y a plus de trains qui sifflent, et ce, aux grandes dames de ces populations-là, surtout de l'intérieur du pays, habituées à l'époque à cette douce musique, à cette douce mélodie. Nous de Thiès, c'est le train pratiquement qui rythme notre quotidien. Et j'imagine que c'est également le cas pour notre invité qui nous vient de l'intérieur du pays, plus précisément de Guinguinéo. Guinguinéo qui était pratiquement un nœud donc pour le trafic ferroviaire. Alors comme quoi, véritablement, tous les Sénégalais prient pour que le train soit véritablement à nouveau sur les rails. Mais pour cela, il faudrait des politiques hardies. Et cela est quand même quelque part bien consigné dans ce livre-là. Mais à travers cet essai, j'ai comme l'impression, monsieur Ndiaye, que vous voulez ranimer un corps vraiment plus que malade, qui est pratiquement, disons, en agonie. Alors, quelles seraient aujourd'hui les pistes de solutions que vous donneriez à l'État pour que le train puisse véritablement être à nouveau sur nos rails? Mais d'abord, avant de parler de ces solutions-là, qu'est-ce qui expliquerait l'état actuel, en tout cas, du train ici au Sénégal? Merci beaucoup, c'est une vaste question, avec doublé d'une petite analyse. D'abord, je pense que peut-être ça pourrait être intéressant d'expliquer pourquoi ce livre, justement, pourquoi on l'a rédigé. Parce que ce livre, d'abord, c'est une histoire personnelle. Donc moi, je ne suis pas originaire de Guinguinéo, voilà, mais j'ai perdu mon père à l'âge de 5 ans. Et mon père est enterré à Guinguinéo. À Guinguinéo, ok. Voilà. Comme je ne l'ai pas connu, et j'ai été un peu biberonné par un certain nombre de valeurs, parmi lesquelles l'hommage aux parents décédés. Donc souvent, je vais au cimetière à Guinguinéo pour me recueillir auprès de sa tombe et puis formuler des prières pour lui. Maintenant, de mes allers-retours entre Dakar et Guinguinéo, j'ai pu observer à quel point Guinguinéo, qui fut naguère une très belle ville ferroviaire, actuellement est en complète décrépitude. Un sentiment de vie considérablement arrêté, suspendu, une grande pauvreté ambiante et surtout comme un ressenti d'une très grande d'un spleen de la population, des habitants et
un vrai gouffre socio-économique. J'ai posé des questions, j'ai interrogé un peu les gens, et tous m'ont dit à l'unanimité que le plongeon de Guinguinéo est consécutif à l'arrêt et à l'abandon du chemin de fer. Bien sûr. Et avec l'œil d'expert ferroviaire, ça a été un déclic. Donc ça a été le déclic qui m'a motivé à enquêter sur ce ratage industriel-là du Sénégal, sur cette mise à mort, sur ce grand cadavre à la renverse où les vers se sont mis, pour parler comme Jean-Paul Sartre, que j'adore les poèmes. Donc ça a été ça le déclic de cette enquête-là, historique. Parce que figurez-vous, je donne juste quelques chiffres pour montrer à quel point on a raté le train. En 1960, on avait 936 km de réseau ferré. L'un des réseaux les plus denses, les plus denses d'Afrique. D'Afrique, oui. On avait 15 locomotives. On avait 150 wagons. Et chaque jour, on avait 25 gares et haltes. Donc tous les jours, il y avait tellement de trains qui circulaient au Sénégal. Et le Sénégal était l'un des pays les plus enviés de toute l'Afrique, en 1960. Et 64 ans après, on a zéro. Donc, et ce que j'explique à travers ce livre, c'est qu'il y a eu un quintet de raisons qui ont fait que le chemin de fer a été complètement tué. D'abord, c'est le désinvestissement, parce qu'on n'a pas pu investir. Ensuite, c'est le manque de vision stratégique, parce que le chemin de fer est tellement important que c'est un énorme paradoxe pour un pays comme le Sénégal, qui est plat, de vouloir se développer sans le chemin de fer. Le colonisateur avait compris l'importance de ce chemin de fer-là. Ensuite, le chemin de fer a périclité par la très mauvaise gestion, parce que si, peut-être que vous n'avez pas cette mémoire économique là, mais nous les économistes, on sait que ce qui a plombé le Sénégal, les deux mamelles qui ont plombé le Sénégal, qui ont mis le Sénégal dans la pauvreté, c'est l'ONCAD et les chemins de fer, par la gabegie, etc. Ensuite, c'est les coups de boutoir des institutions de Bretton Woods, donc FMI, Banque mondiale. À un moment donné, le chemin de fer n'était pas rentable du tout, il y avait beaucoup de subventions. Et en 1996, on a arrêté le chemin de fer. Et je commence le livre en racontant une anecdote. C'est celle que m'a raconté un chambellan de Seigneur Abdul Aziz Dabakh Malik. À la page 44. Voilà, il raconte qu'en 1996, des syndicalistes étaient venus lui dire que le gouvernement socialiste de l'époque était sur le point. Peut-être que vous pouvez lire cette... Une délégation des cheminots est venue en effet informer le calife des Tijanes de l'époque de la décision prise par l'État du Sénégal sous la pression des bailleurs de fonds internationaux que sont la Banque mondiale et l'Agence française de développement de l'arrêt des circulations du train de passagers sur l'axe Thiès-Saint-Louis jugé déficitaire et plombant les finances publiques. Un peu plus loin, vous relatez la réponse du marabout. C'est ça. Il dit, à la complainte des délégations, on est un peu plus clair. Donc il dit ceci, moi, Abdou Aziz, je n'aurai jamais la témérité d'arrêter le chemin de fer emprunté par Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké et Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy, fût-ce pour une injonction économique. Tout à fait. Et vous voyez toute la profondeur de cette sentence prémonitoire. Parce que depuis qu'on a arrêté le chemin de fer, on a cassé, on a brisé la colonne vertébrale de l'économie sénégalaise. Oui, c'est clair. Tout à l'heure, on parlait de l'assainissement, de tous les problèmes qu'on connaît dans l'agglomération dakaroise. Mais tous ces problèmes-là, c'est la conséquence directement de l'arrêt et de l'abandon du chemin de fer. Parce que le Sénégal, on peut le schématiser comme un corps humain. Sa colonne vertébrale, c'est l'axe que je développe dans la deuxième partie, c'est l'axe TG2KT. C'est depuis Thiès, vous prenez Gossas, Guinguinéo, Kaffrine, Koungheul, Tamba. À l'époque, cet axe-là, c'est l'axe qui concentre 60 à 70% de la population sénégalaise. Et cette population-là, elle était fixée localement par le chemin de fer, par l'économie locale, par les échanges au niveau des gares. Et c'est à l'image de Guinguinéo, toute une économie sociale et solidaire, c'est ce qui a été mis en place. Maintenant, avec l'arrêt du chemin de fer, on a cassé cette colonne vertébrale et on a augmenté la macrocéphalie de Dakar. C'est pour ça que vous avez à Dakar 20% de la population qui se trouve dans moins de 0,3% de la superficie. C'est pourquoi à Dakar, vous avez les inondations. C'est pourquoi à Dakar, vous avez l'habitat spontané. C'est pourquoi à Dakar, vous avez l'exode rural. Vous avez tous les problèmes. Vous avez cette contre-gentrification-là, cet appauvrissement du périurbain. Et tout ça, c'est des conséquences qui découlent
du chemin de fer. Et je montre à travers ce livre à quel point, s'il y a un seul chantier, s'il y a une seule priorité, vraiment de manière structurelle, pas conjoncturelle, qu'il faut vraiment adresser, c'est remettre le chemin de fer au cœur du renouveau industriel. Puisque le chemin de fer a des effets d'entraînement extraordinaires. Parce que, juste pour donner un exemple, un train wagon, c'est 50 camions. Chaque jour, madame, il y a 1000 camions qui quittent le port, qui font l'aller-retour Dakar-Bamako. 1000 camions, tous les jours. Et la conséquence, vous le voyez, quand vous prenez la RN1... La dégradation. Voilà, justement, Vincent Diarra, vous regardez... D'un côté, vous voyez, la chaussée est complètement déglinguée. Tout à fait. Alors que de l'autre, vous voyez qu'il n'y a pas... Et ça montre bien que, en quittant le port, il y a une surcharge à l'essieu. Donc, les conséquences... Sans compter les accidents également. Les accidents, l'accidentologie, j'en parle justement dans la deuxième partie, pour montrer que les conséquences de l'abandon et de la non-priorisation du chemin de fer sont absolument colossales. Et on est en train de mettre du plâtre sur une jambe de bois. On soigne les conséquences et non la cause. C'est pour ça que chaque année, à Dakar, on a 900 milliards de francs CFA de pertes. Tout le monde vient à Dakar, Dakar ça ne va pas. Et surtout, ça c'est une idée vraiment qu'il faut retenir, on est dans une croissance sans développement. Parce que l'arrière-pays est délaissé du fait de l'arrêt du trafic ferroviaire. Voilà, parce que le Sénégal, les macroéconomistes disent que le Sénégal a surtout un problème d'interconnexion des branches d'activité. C'est ça. C'est-à-dire que moi, quand je suis cultivateur ou quand je suis paysan ou éleveur ou pêcheur, quand je suis dans le secteur primaire, j'arrive pas à me coller au secteur secondaire parce qu'il n'y a pas d'industrie, parce qu'il n'y a pas, etc. Il n'y a pas ce lien ombilical. Et voilà, ce lien-là, cette synovie, ce truc-là qui permet de lier les choses, c'est un bon moyen logistique. C'est le train. C'est le train. Et ce que vous dites là est tellement pertinent. Il faut faire, par exemple, l'axe historique Dakar-Saint-Louis, pour s'en convaincre. Et des localités comme Kell aujourd'hui se meurent. Kell qui était un peu à l'intérieur des terres, mais qui bénéficiait quand même d'Inde. Mais Ndande même est beaucoup plus proche un peu du réseau. Par exemple, mais Kell était vraiment à l'intérieur des terres, mais c'était une ville qui était en pleine croissance sur le plan économique du fait donc, de l'activité du trafic ferroviaire. Mais depuis qu'on a arrêté le trafic ferroviaire, Kell se meurt. Et au-delà de Kell, tous les villages qu'elle polarisait. Guinguinéo, c'est la même situation. Mais alors, sachant tout cela, qu'est-ce qui explique cette frilosité de nos autorités dans la relance du train depuis tant d'années? Parce que ce que vous dites là, ce n'est pas nouveau. Mais pourquoi on a du mal à passer à l'acte, à travers des actes forts, concrets? Alors, on a du mal parce que c'est un problème qui n'est pas aussi simple. Parce que, je vous ai dit, c'est un ratage industriel sur 60 ans. Donc, il y a eu d'abord pas mal de choses qui devaient être faites, qui n'ont pas été faites du temps du président Senghor. Ensuite, durant la première décennie des années 80, c'était la période la plus fastueuse. Je raconte ça. Le chemin de fer, on fait à un moment donné 820 000 tonnes de trafic. Il y avait beaucoup d'emplois. Ça faisait plus de 1 milliard par jour, le Dakar-Bamako. Mais par la gabégie, par la malgouvernance, la corruption, la prévarication des ressources, ça a été plombé. Maintenant, après ça, on a arrêté, on a mis un garrot sur le mal pour essayer de le soigner, de le guérir. Mais malheureusement, ça a empiré la chose. Parce que en 2003, on a fait une privatisation intégrale. On a choisi des privés à qui on a confié... On a même bradé, donc même à qui on a confié le chemin de fer. Mais ça s'est très mal passé. Vraiment, la privatisation intégrale, je l'explique par le menu détail, vraiment dès l'aube de l'alternance avec l'ancien président Wade, etc. On a eu un groupe d'affairistes qui ont arraché le chemin de fer et qui en ont fait, mais qui l'ont vraiment dépouillé de tout, de son patrimoine. Je vous ai parlé tout à l'heure de tout ce qui est matériel roulant, de son patrimoine foncier, des actifs. Mais ça a été une mise à mort et un grand banditisme, j'ose les mots. Et d'ailleurs, ça se trouve dans le texte. Mais ce que vous dites là est tellement vrai. Et surtout, cela a dépecé le chemin de fer pour en laisser qu'un squelette. Donc, à la fin de la privatisation intégrale, en 2016, l'État du Sénégal a été obligé de rompre le contrat de concession par le fait du prince. Et figurez-vous, quand on a rompu le contrat, mais il y avait 0 locomotive, 0 wagon. Les ateliers ont été complètement dépecés.
Hein? À Thiès, vous allez à Thiès, mais c'est un crève-cœur. Actuellement, pour vous niveau RH, vous savez que les chemins de fer, si vous prenez les chemins de fer du Sénégal, la Société Patrimoine, à peu près, ils sont 800 à 1000 personnes. Les grands trains du Sénégal, c'est 250 personnes, mais c'est presque 1000 personnes qui ne travaillent pas, qui sont payées tous les mois. L'État, chaque année, positionne juste dans le budget les salaires, et c'est des gens qui sont payés, qui ne travaillent pas depuis plusieurs années. Et qui veulent bien travailler, mais qui veulent très bien travailler. Les conditions ne sont pas là. Il n'y a pas d'outil de travail. Le train a été confié à des gens qui l'ont dépecé, qui vraiment ont tout enlevé du train, et depuis lors, parce qu'il y a des intérêts. Parce que, figurez-vous... C'est un crime économique, hein? Quand vous faites un peu de l'intelligence économique, le chemin de fer est extrêmement sérieux, puisqu'il y a plusieurs couches d'intérêts. Il y a d'abord l'intérêt géopolitique. Parce que vous savez que l'Afrique, actuellement, est à la confluence des grands mouvements de la géopolitique. Vous savez qu'il y a un affrontement délocalisé entre l'Occident et le Sud global, entre la Russie, les anciennes puissances, etc. Et la logistique est un enjeu extrêmement fort. Bien sûr. Extrêmement fort. La Chine parle de la route de la soie. Voilà. Et même pour donner un exemple par rapport à la Chine, vous savez, le dernier projet du TER, le TER, il y avait une offre des Chinois. Les Chinois avaient fait une offre très intéressante sur le projet du TER. Mais malheureusement, ces Chinois-là ont aussi commis, entre guillemets, une petite erreur d'avoir fait aussi en même temps une offre sur le Dakar-Bamako. Et c'était parti au Mali, à Bamako, pour présenter leur offre. Mais figurez-vous, quand ils sont arrivés à leur hôtel, le lendemain, toute la délégation chinoise a été tuée par, soi-disant, une attaque terroriste à bout touchant dans leur hôtel. Incroyable. Donc, pour vous montrer la grande bataille des grandes puissances pour contrôler la logistique et les chemins de fer au niveau géopolitique. Incroyable. Ça, c'est une chose. Maintenant, au niveau aussi politique, vous savez que le chemin de fer a été la vache à lait d'un régime. Le régime socialiste, il faut le dire. Oui, parce que quand vous faites 1 milliard de cash par jour, c'est extrêmement... Mais on se souvient de cette grande déclaration d'Ousmane Tanordien à Thiès, la fameuse place de France, en disant à l'époque au directeur général d'alors des chemins de fer du Sénégal, vous avez bien travaillé, alors que la société était à l'agonie. Mais je raconte cette anecdote justement. Il a bien travaillé comment? Parce qu'il était la mamelle pratiquement du parti. Vous savez, on lui donnait le délicieux sobriquet d'une œuvre sociale ambulante. Et figurez-vous, on n'a jamais vu dans un pays au monde un directeur général qui, après quelques années d'exercice, vient pour faire une offre publique d'achat de sa société. Cela s'est passé au Sénégal. Et c'est dans le livre, hein, c'est raconté, ça s'est passé au Sénégal. Il est 7h33. Nous, on connaît bien ce dossier. Voilà, donc, en 2 minutes, on va avancer sur les solutions. Justement, il y a beaucoup à dire sur les chemins de fer. Que faut-il faire aujourd'hui? Les solutions, c'est est-ce cohérent, GTS, le fait en fait de scinder ça en CFS. Ça, c'est très cohérent, parce que ça découle d'un règlement de l'UEMOA qui dit que maintenant, en termes de gestion d'infrastructures, il faut séparer le patrimoine de l'exploitation. Exactement. Donc le Sénégal maintenant a réussi, et puis nous on y a participé, à mettre en place un nouveau modèle institutionnel où on a la gestion de l'infrastructure. Comme AIBD et LAS. Voilà, c'est ça. On a l'infrastructure qui est gérée par les chemins de fer du Sénégal, on a l'exploitation au début qui est confiée par les grands trains du Sénégal. D'abord, c'était l'ancien petit PTB, petit train du Sénégal, maintenant c'est les GTS. Et après, maintenant, il faut mettre en place un organe de régulation et de sécurité ferroviaire et éventuellement ouvrir le marché à des privés, par exemple Dangote, Sokosim, demain Kekileba, etc. Vous êtes un exploitant, vous voulez amener des trains, vous amenez des trains, on vous donne des sillons sur lesquels vous roulez, vous faites Dakar-Touba, vous faites Dakar-Guinguinéo, etc. Et il y a tout un ensemble de solutions avec un nouveau tracé, des financements innovants. Et à la lecture de ce livre-là, bien sûr, on se rendra compte qu'il y a des solutions très pragmatiques. Il reste 1 minute. Allez-y. Je ferme termine aussi, je suis désolée. Optimiste. Oui, je lance effective. Et le TER, bon, il y a beaucoup de questions. Le TER ne serait-il pas aussi une menace pour la relance du trafic ferroviaire, le TER? Alors, le TER, il y a des cheminots qui le disent. Hein. C'est un gros sujet. Hein. J'en parle. Moi, je prends surtout l'aspect par les financements. Le TER est un énorme gouffre financier. C'est vraiment beaucoup d'argent dépensé. Presque 2000 milliards sur 35 km. Vraiment, c'est très cher. Et puis surtout, dans la 2e et 3e phase, il faut faire un autre tracé. Au lieu de faire juste pour l'AIBD, parce qu'il n'y a que 4% des Sénégalais qui vont à l'aéroport. Donc, autant faire
un tracé pour aller jusqu'à Thiès et éventuellement faire un embranchement qui va à l'AIBD. Ça, on l'a dit, on l'a défendu dans les plus grandes instances, parce que j'étais le rapporteur du contrat de négociation du TER. Donc je connais très 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 bien beaucoup de choses sur les terres, mais c'est vrai qu'il y a des choses. Pour répondre à votre question, on est très optimiste, parce qu'il y a un vent de renouveau avec de nouvelles autorités qui veulent changer les choses, qui veulent réorienter les choses, qui veulent aller vers une économie endogène. Et il n'y a pas meilleur outil que le train pour une économie endogène. Donc on a de l'espoir. Merci beaucoup pour ce débat si riche et très passionnant. Hein? On n'a même pas envie que tu prennes fait, hein? Mais bon, il faut que l'on suive le canevas de l'émission. Absolument. Dans la deuxième partie, voilà, on aura à nouveau quelques minutes à vous consacrer. C'est ça, pour revenir tout à fait. Sur toujours, voilà, parce que de l'autre côté, il y a un autre patron, c'est le réalisateur. On est nombreux sur le timing. Il y a le chargé de prod également. Petit extrait du clip du jour dans la deuxième partie. L'offensive contre l'insalubrité dans la Petite Côte a démarré à Joal Fadjout, quai de pêche artisanale de l'Afrique de l'Ouest. Je rêve de créer quelque chose comme une entreprise de travail ici et aussi de l'exploiter ici. À l'image de Mariama, ces jeunes hommes font partie des plus de 500 apprenants du lycée agricole de Bignona. Ce qu'ils veulent, c'est réussir dans l'agriculture, qu'ils n'ont en réalité jamais quitté. Moi, depuis ma naissance, lorsqu'on était chimique, nous avons déjà des débris qui sont là. Il faut les broyer pour eux, en même temps fertiliser le sol. Parce que le lycée s'est positionné dans l'agroécologie à travers la DITAEL. Et la DITAEL signifie dynamique pour la transition agroécologique au Sénégal. En attendant, la maîtrise de l'eau reste un défi à relever. En réalité, aujourd'hui, on partage de l'eau avec les populations. C'est ce qui n'est pas normal. On est dans l'agriculture, alors nous consommons beaucoup d'eau. L'autre difficulté qu'on a, c'est que lorsque le château d'eau a des difficultés, vous avez vu les cultures là, il suffit de faire 24 heures sans eau, mais les propriétaires les perdent. Le lycée accompagne les sortants à s'insérer sur tous ceux qui veulent entreprendre. Dès l'année qui suit la certification, nous avons un taux d'insertion qui oscille entre 80 et 90%. Nous avons des partenaires qui nous accompagnent dans l'appui à l'insertion. À la fin de chaque année, nous faisons un appel à candidature pour solliciter, pour recruter les meilleurs projets. Aujourd'hui, le lycée a financé plus de 50 sortants qui ont créé leurs exploitations. Nous finançons de 2 millions jusqu'à 6 millions. C'est un financement très innovateur parce que justement, l'élève ne prend pas, l'étudiant ne prend pas l'argent. Vous allez chercher des factures à travers le projet que vous nous avez présenté, avec tout le matériel et dispositifs que vous avez présenté, et nous qui payons le fournisseur. Mais je dois vous dire que plus de 70% des gens financés ont réussi leur exploitation. Dans une démarche inclusive, des espaces sont octroyés à un groupement de femmes de la zone et à l'association des personnes en situation de handicap. Nous avons fait du piment, de la tomate, du poivron, de la salade, entre autres. Nous avons été formés à la production de pépinières. D'ailleurs, nous venons de démarrer la commercialisation. Au fil des ans, le lycée agricole de Bignona est devenu plus qu'un établissement. Il est le réceptacle de beaucoup d'espoir, de lendemain meilleur. Retour en plateau après le bulletin d'info. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Bon matin, merci de choisir Quinkeliba. Les tendances de ce matin avec Toumane qui nous emmène au Africa Magic Viewers Choice Awards qui récompense les réalisations à la télévision et au cinéma. Avant d'en reparler en détail, on va suivre cet élément. Alors que le monde entier a les yeux rivés sur le festival de Cannes, les Nigériens, eux, parlent surtout des Africa Magic Viewers Choice Awards, le festival de Nollywood, l'industrie cinématographique locale. L'événement est organisé par DSTV, le bouquet satellite sud-africain qui le diffuse. The winner of Best Indigenous Language East Africa is Laverna Ndanunga. Au-delà des récompenses, c'est surtout l'occasion d'admirer les tenues des actrices et de fantasmer sur leur prix. Une distinction annuelle présentée par MultiChoice, récompensant les réalisations exceptionnelles à la télévision et au cinéma.
L'année dernière, les critiques ont déclaré que les prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice ne devraient pas être décernés par un vote public, car les acteurs vedettes qui sont très suivis sur les médias sociaux deviennent les éventuels gagnants et non pas l'artiste qui a les meilleures compétences en matière d'interprétation. Les lauréats seront désormais désignés par un jury de choix, présidé pour la 8e fois par Femi Odugbemi, cinéaste chevronné et spécialiste des médias, qui est également membre votant de l'Academy of Motion Picture Arts and Science Awards, les Oscars, aux États-Unis. Cette édition a été particulièrement marquée par le glamour des acteurs. Allez, retour en plateau. On reste justement avec le même élément. Après le cinéma, la télé, on va passer maintenant au concept et au tapis rouge, Toumane. Exactement. Avant même de parler de tapis rouge, j'aimerais qu'on fasse un peu une pause sur tout ce qui est cinéma, mais justement revenir sur cette grande manifestation qui s'est déroulée à Lagos et revenir sur l'importance justement du cinéma au Nigeria, qui est symbolisé par le développement du sud du pays et que l'on appelle Nollywood. Mais on ne retrouve pas que le Nollywood disons en Afrique ou bien au Nigeria, il y a également le Kannywood. Et c'est quoi justement ce concept? C'est dans le nord du pays, un cinéma plus conservateur qui est également développé, très attaché aux valeurs familiales, mais également musulmanes. Aujourd'hui, après l'Inde, Bollywood, mais devant la Chine et les États-Unis, Hollywood, le Nigeria produit chaque année 2000 films vidéo dont le coût estimé ne dépasse pas 20 millions d'euros. Son public régulier est estimé à 150 millions de spectateurs. Alors aujourd'hui, pourquoi le Nigeria parvient justement à faire autant d'argent et à développer son cinéma? Je pense que l'anglais, et justement, oui, la langue, voilà, un atout de taille. Exactement. Alors aujourd'hui, le Sénégal, c'est vrai qu'on fait beaucoup d'efforts pour les productions, les réalisations, même si aujourd'hui, nous, on propose beaucoup plus de séries que de films, mais c'est quand même un frein pour nous, le fait qu'on parle beaucoup plus en Wolof, mais aussi de temps en temps en français. On voit que sur les médias sociaux d'ailleurs, à l'échelle internationale, les gens qui ont suivi certaines séries vont tout le temps demander à avoir la version française parce que ça prend du temps. C'est ça. Et aujourd'hui, même ce français-là, on fait des efforts pour faire des séries, des films en français, mais le français ne figure même pas parmi les 10 premières langues parler un peu dans le monde. On a en premier le chinois à travers le mandarin, on a l'espagnol et l'anglais vient en 3e. Et selon IPAC, le rapport qu'ils ont fait, parmi les 10 langues les plus parlées au monde, on a le hindi, l'arabe, le portugais, le russe, le japonais, il n'y a pas le français. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on ne devrait pas aller... Il y a de quoi réfléchir. Hein. C'est une question que je vous pose à tous. Oui, c'est-à-dire qu'au lieu de traduire toutes ces séries-là en français, est-ce qu'on ne devrait pas le faire en anglais tout simplement? Les productions d'Hollywood, mais à la base, elles sont faites en anglais. Et pourtant, la traduction, elle est disponible dans toutes les langues. C'est juste un effort, en fait, du professionnalisme adopté pour que les films puissent aller partout sur Terre. Hein. Ou justement, disons, faire des partenariats ou bien impliquer les plateformes. Si on prend des plateformes comme Netflix, il y a la traduction qui est faite automatiquement, que ce soit en sous-titrage ou bien, voilà, ils ont des équipes pour le faire. Mais malheureusement, on ne retrouve pas les films, disons, sénégalais, mais beaucoup de films de l'Afrique du Sud, et du Nigeria, absolument, sont sur Netflix. Aujourd'hui, même beaucoup de Sénégalais qui veulent apprendre l'anglais vont suivre des films nigériens, sud-africains, parce que leur anglais est beaucoup plus lent. Vous avez plus de temps, plus accessible. Vous avez plus le temps d'écouter mot par mot que l'anglais qu'on entend en anglais. Il y a l'accent, il y a la prononciation aussi. Tout ça, ça compte bien évidemment. C'est un autre niveau. Hein. Pas grand-chose. Non, c'est un très... Enfin, je veux dire, la question que tu poses ce matin par rapport à notre cinéma, à son développement, aux séries que nous faisons, elle est intéressante. Le Nigeria a réussi un très bon modèle avec Nollywood. Et si on veut copier ça, il ne faut pas oublier la question de la langue. Elle est importante. On est en français, il y a beaucoup de limites. En Wolof, il y a encore plus de limites. Est-ce qu'on ne devrait pas aller vers l'anglais tout de suite, peut-être, pour faciliter les choses ou...
ouvrir davantage notre cinéma un peu plus. On a un économiste sur notre plateau. Non, c'est très bien, mais je pense que le cinéma, seulement pris à lui tout seul, c'est pas seulement ça qui va donner toute la vision. Parce que maintenant, on parle d'industrie culturelle et créative, les ICC. Moi, j'ai eu la chance, là, récemment, de discuter avec des investisseurs qui vont mettre en place un grand fonds d'investissement, justement pour utiliser le levier de la cinématographie et tout ça. Et j'ai récemment fait une discussion via les réseaux sociaux avec un grand producteur de films au Nigeria. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Nigeria, ils ont mis en place une industrie créative et culturelle, où il y a le cinéma, il y a la musique. Et l'État est très présent aussi. L'État est très présent. Très présent. Ils investissent beaucoup d'argent dans Ce que les gens doivent comprendre, c'est que le cinéma, ce n'est pas seulement les films, ce n'est pas le divertissement, mais c'est un énorme gisement d'emplois. Les métiers. Sur un film, il y a plus de 150 à 200 personnes qui travaillent. C'est ça. Donc, même le gars qui tire les câbles, ça, c'est un métier. Donc, et la jeunesse sénégalaise, on sait qu'elle est talentueuse, on sait qu'on a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'actrices qui jouent, et malheureusement, ils sont dans la précarité, même s'ils ne le disent pas. Donc, si on développe une vraie industrie créative et culturelle sur le cinéma, parce qu'on sait qu'on a le potentiel, ça peut s'exporter. Et à côté de ça aussi, il y a les défis infrastructurels. Parce que Hollywood, c'est des grands studios. Quand vous partez au Nigeria aussi, ils ont des grands studios sur plusieurs hectares. Ici au Sénégal, vous prenez les deux majors, comment on appelle, Evenprod et Marodi. Il n'y a pas de C'est dans des maisons. C'est dans les maisons, ils empruntent. Mais si vraiment l'État, les pouvoirs publics investissent dans des infrastructures. Vous partez en France, vous avez ici les Moulineaux, vous avez tous les studios de télévision, les grands studios de cinéma, etc., qui sont là-bas. Donc, il y a vraiment cette approche-là. Et surtout, les gens négligeables, ils prennent ça pour du divertissement. Or, ça peut créer énormément d'emplois. Absolument. Ça peut booster la productivité du pays. Ça peut contribuer à la compétitivité. Et surtout, c'est un élément essentiel du soft power, comme on dit. C'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. C'est le mot que je cherchais. Toumane, le concept maintenant, on va terminer avec le tapis rouge. Le tapis rouge, oui. Alors pour terminer, la cérémonie de l'Africa Magic Viewer Choice Awards a été comparée au Met Gala et non au Festival de Cannes, pas en se basant sur le concept, mais plutôt à cause des tenues extravagantes. Et juste pour ça, je vous propose de regarder le tapis rouge où on aura quelques réactions. Regardez. Nous avons quitté la chambre d'hôtel en nous disant que nous sommes très belles. Avez-vous vu les belles Nigériennes? Pour cette édition, je m'attends à plus de nouveautés côté mode et que mes amis gagnent. C'est incroyable d'être ici. L'industrie se développe depuis 10 ans. Nous avons vu beaucoup de talents incroyables du Nigeria, de l'Afrique de façon générale. Des films et des productions magnifiques avec l'AMVCA. Cela est un excellent moyen d'introduire un certain niveau de concurrence qui aide l'industrie, de telle sorte que les gens aspirent maintenant à un niveau d'excellence. La plupart des nominés sont de la Zambie. Nous sommes donc très heureux de faire partie de cette plateforme de divertissement. Moi, ce qui me fascine à propos de l'AMVC, c'est la passion, la qualité et le niveau de professionnalisme qui l'accompagne. Allez, retour en plateau. Merci beaucoup, Toumane. Voilà une façon de bien démarrer la semaine finalement avec ces belles images. Et ça nous permet de féliciter encore une fois et d'encourager tous nos stylistes aussi, hein, parce que ça, c'est du Made in Africa. On termine le magazine. Il nous reste exactement 2 minutes avec notre invitée, Seydina Alioune-Ndiaye. Je rappelle que vous êtes économiste et essayiste et vous êtes venu nous présenter cet ouvrage aujourd'hui. Alors, si aujourd'hui, disons qu'on arrive à trouver les bonnes méthodes pour relancer le secteur ferroviaire, qu'est-ce que cela pourrait apporter en termes économiques sur la création d'emplois, par exemple, et quel serait l'impact direct, à votre avis? Alors, j'en parle dans les livres. Il y a une grande politique ferroviaire à laquelle nous avons participé qui s'appelle la stratégie de revitalisation du rail au Sénégal. Donc, c'est une stratégie qui a été conçue, pensée, avec une méthodologie très pragmatique pour faire renaître
le train. Et cette stratégie-là, elle se base sur les flux démo-économiques du Sénégal. Et avec cette stratégie, avec ces projets, avec cette relance du chemin de fer, on peut, rien que durant la phase des travaux, créer 180 000 emplois. Et ça, c'est issu d'une analyse économétrique depuis la matrice de comptabilité sociale au modèle d'équilibre général calculable qui a permis d'avoir des chiffres précis sur le choc sur les PIB. En relançant le train, ce sera fait sur 7 projets avec 14 lignes qui vont être tracées et qui vont serpenter tout le Sénégal. 180 000 emplois durant la phase de travaux. Ça va décongestionner Dakar. Donc la perte de 900 milliards due aux embouteillages sera réduite de moitié. Bien sûr. On aura une formation brute de capital de 200 milliards de francs CFA et on aura 2 à 3% de PIB de plus. Et ça, c'est des chiffres très concrets, très précis. Et tout ça, c'est les agrégats macroéconomiques. Maintenant, sur un peu la microéconomie, on a la redynamisation de toutes les anciennes villes ferroviaires. Guinguinéo, Gossas, Koungheul, Kaffrine. Et les gens n'auront plus besoin de venir jusqu'à Dakar pour satisfaire leurs besoins socio-économiques. Parce qu'il y aura le train, il y aura un trickle-down, un ruissellement de la création de richesses. Et le Sénégalais, partout où il se trouvera, il aura les opportunités de faire affaire. Le paysan pourra développer son agriculture, l'éleveur, etc. Ça va créer une nouvelle dynamique créatrice de sens et d'harmonie. Merci beaucoup. Seydina Alioune Ndiaye. Plaisir. Le débat était très intéressant. C'est le temps qui nous rattrape généralement. Mais l'essentiel a été dit. Merci d'être passé nous présenter cet ouvrage que nous recommandons vivement à nos téléspectateurs et notamment aux autorités. C'est important. C'est un excellent guide à avoir. Merci mon cher Man.